Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Chers membres de la communauté Build & Connect, chers invités, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau temps de dialogue. J'imagine que vous profitez pleinement de cette seconde journée du colloque. Il n'y a que du haut niveau à tous les étages dans cette maison et c'est loin d'être terminé puisque nous allons enchaîner d'ici à 18h plusieurs séquences très enrichissantes. Vous avez choisi le meilleur programme pour cette seconde partie d'après-midi. D'ailleurs, pour en profiter pleinement, je me permets de rappeler que toutes les discussions sont traduites dans cet amphithéâtre en allemand et en anglais pour les personnes qui en ont besoin. Merci à toute l'équipe de traduction. Merci à vous toutes et tous de nous avoir rejoints pour parler ensemble d'un sujet assez novateur, finalement, le bâtiment comme acteur d'un réseau énergétique décarboné. Un sujet qui s'inscrit parfaitement dans les intentions des organisateurs, en tout cas si je reprends celle affichée à l'occasion de cette 5e édition du colloque Build & Connect, donner la parole à celles et ceux qui agissent, celles et ceux qui donnent les clés de l'action. L'objectif majeur, impulser, initier des coopérations et changer d'échelle. Et bien justement, il va s'agir d'envisager de changer d'échelle. Dans notre conversation, nous le savons, de nombreuses tensions pèsent sur le système énergétique, ça n'échappe à personne. Le phénomène conjoncturel lié au contexte géopolitique actuel se combine à des évolutions plus structurelles, impératifs de décarbonation, vieillissement du parc nucléaire, difficultés d'approvisionnement croissant en énergie fossile, pour n'en citer que les plus emblématiques. Ce contexte plutôt sombre est pourtant gage d'opportunités pour accélérer la transition écologique et renouveler notre mix énergétique. Le bâtiment, autrefois dernier maillon de la chaîne, devient central dans la gestion de notre système énergétique. Il doit occuper un rôle essentiel de stabilisateur énergétique au travers de son approvisionnement, de son pilotage, de sa production et de son stockage. Il devient l'acteur central d'un réseau en voie de décarbonation. Plus que le bâtiment lui-même, c'est à l'échelle du quartier et dans les liens entre les édifices que doit se jouer ce rôle d'équilibrage. Possible ? Comment ? Quelles contraintes ? Quel changement de modèle ? Quelle feuille de route ? Pour en parler, nous avons la chance d'être très bien accompagnés cet après-midi. Permettez-moi de présenter tout de suite les 5 personnalités ici présentes, qu'on remercie déjà pour le temps qu'elles prennent pour nous. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bonjour Étienne Wurtz, vous êtes au milieu de la table centrale. Très heureux de vous accueillir ici à Strasbourg. Ça va bien ? Oui. Alors, comment se passent ces rencontres Build & Connect ? Vous apprenez plein de choses ? Oui, je trouve que on a vraiment une grande richesse d'intervention et richesse de... on vient d'assister à un échange qui était quand même de très haut niveau et surtout, on est dans le cœur du sujet, la décarbonation. On parle de la décarbonation du bâtiment. Là, on va essayer de changer d'échelle ensemble. Alors, cher monsieur, vous êtes chef du service bâtiment système thermique au sein d'une composante majeure du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, le CEA LITEN. Il s'agit précisément du laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux qui représente le premier centre de recherche européen entièrement dédié à la transition énergétique. J'ai à peu près tout juste dans la présentation, ça va ? Alors, sauf que ça, c'était la dernière fois qu'on était ensemble. Là, je suis devenu responsable scientifique de l'ensemble du DTS. Je fais plus trop de management. Voilà. Écoutez, vous êtes monté en grade. Félicitations, cher monsieur. Hervé List, votre voisin de droite. Soyez le bienvenu. Très heureux de vous accueillir. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Très bien, écoutez, très bien, heureux d'être parmi vous. Et je remercie le pôle Fibre Énergie Vie pour son invitation et l'organisation de cette table ronde. C'était bien normal, vous êtes directeur Grand Est des affaires publiques de RTE, le réseau de transport d'électricité. Alors tout le monde connaît RTE, surtout en ce moment, mais je suis sûr que quelques mots de votre part pourraient compléter le portrait qu'on peut faire de cette entité, institution. Oui, volontiers. Alors, RTE est l'opérateur du réseau public de transport d'électricité haute et très haute tension en France. Nous sommes responsables de la sécurité et d'alimentation électrique du pays. Et donc, nous devons veiller en permanence à assurer l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Nous opérons un réseau d'à peu près 106 000 km de lignes sur l'ensemble du territoire, 11 700 à peu près en Grand Est. Et donc, fort de cette responsabilité qui est la nôtre, nous avons aussi une mission d'expertise vis-à-vis des pouvoirs publics et nous produisons un certain nombre d'études à court, moyen, long terme
pour notamment éclairer en fait les décisions sur les grands choix énergétiques à venir. Et on y reviendra très certainement. Merci Delphine Desgurs. Bonjour chère madame, merci d'être venue ici à Strasbourg depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Soyez la bienvenue, tout va bien ? Tout va bien, merci de votre invitation. Chère madame, vous êtes la directrice innovation de Eco Real Estate, une société familiale luxembourgeoise active depuis une trentaine d'années sur le marché de l'immobilier résidentiel, de bureaux et commercial. Quelques mots peut-être pour donner un aperçu plus précis à notre public de vos activités et de qui vous êtes. Oui, donc du coup, nous sommes actifs au Luxembourg où nous développons, on va dire, environ 15 000 mètres carrés de résidentiel par an sur notre business plan, et puis après 5 à 10 000 en bureau. Et nous avons une filiale en Slovaquie, là où on peut développer des grands aménagements urbains de plus de 50 000 mètres carrés. Donc voilà à peu près l'ensemble de nos activités. Et puis voilà, et effectivement, là, plus nous travaillons sur les enjeux d'aménagement urbain, plus nous nous embarquons sur une prospective et sur comment est-ce qu'on va faire vivre nos résidents dans le futur. Avec une promesse qui m'a attiré, le cœur vise à bâtir le futur. C'est très joli. Marc Elfter, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette table ronde. Tout va bien pour vous ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation, tout va très bien, merci. Merci de nous avoir rejoints, cher monsieur. Vous êtes le directeur de l'innovation chez Ager Group, l'un des groupes majeurs en matière d'innovation dans le secteur électrique, avec une clientèle répartie dans près de 150 pays, si je suis bien informé. Un complément rapide ? Oui, en termes d'innovation qui ont trait à l'énergie, on peut citer la création d'une business unit qui s'appelle Ager Energy, qui a maintenant 3 ans, et qui regroupe 2 activités, le stockage stationnaire pour les bâtiments et toutes les solutions de recharge de véhicules électriques. Merci. Enfin, grand plaisir pour moi d'accueillir Nicolas Poinceau. Soyez le bienvenu, cher monsieur. Bonjour, tout va bien ? Bonjour, merci de m'accueillir également. Merci à vous. Vous occupez, cher monsieur, les fonctions de business developer pour les solutions de stockage d'énergie chez Socomec, groupe séculaire, reconnu pour son expertise, présent dans près de 30 pays. Votre promesse, c'est la disponibilité, le contrôle et la sécurité des réseaux électriques basse tension au service de la performance énergétique de ses clients. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, tout à fait. C'est une belle introduction. Déjà que c'était qu'une société qui fête ses 100 ans, qui est alsacienne et familiale, c'est effectivement bien de le rappeler. Donc oui, effectivement, je m'occupe notamment en tant que business developer un rôle au niveau français, mais aussi avec nos voisins européens, que sont la Belgique, la Suisse et la Hollande. Et on aura l'occasion peut-être de voir s'il y a des analogies qui peuvent être faites. Très certainement. Merci beaucoup. Chers invités, démarrons la conversation en posant les choses, notamment en analysant rapidement le contexte qui donne, je crois, beaucoup de sens au thème que nous allons discuter ensemble maintenant. Le cœur de nos préoccupations criantes, l'énergie, sa disponibilité, son coût, le tout bien évidemment avec une toile de fond, la décarbonation. Alors pouvez-vous nous dire, dans le cadre de chacune de vos missions respectives, comment vous appréhendez cette question absolument stratégique et quelles sont les conséquences directes sur vos réflexions et surtout sur les choix que vous devez faire les uns les autres, les unes les autres. Hervé List, je pense qu'il est cohérent et utile de démarrer avec vous. Quelle est la situation vue de chez RTE ? Quels sont vos indicateurs, vos prévisions ? Alors, si on se situe dans un terme assez court, assez immédiat, effectivement, nous sommes dans une situation énergétique un petit peu particulière, avec donc un niveau de production d'électricité nucléaire relativement bas, une crise gazière aussi liée au contexte géopolitique, et un prix d'énergie très élevé. Nous constatons également une baisse de la consommation sur ces 4-5 dernières semaines d'une moyenne d'à peu près moins 6,5%. Alors on pourrait effectivement considérer que c'est une bonne nouvelle du point de vue du système électrique, puisque effectivement vu le fait qu'on ait une production un peu faible, une consommation faible nous aide, mais ça traduit malheureusement plutôt un ralentissement de l'activité industrielle qui est assez fort, assez marqué. Avec beaucoup d'inquiétudes. Et beaucoup d'inquiétudes des chefs d'entreprise. Voilà. Et si vous me parlez de prévision, donc compte tenu effectivement de ce contexte, on peut dire que et des données météorologiques qui sont très importantes, puisqu'un degré de moins c'est à peu près 2400 mégawatts, donc c'est 2 gros réacteurs nucléaires à peu près, donc c'est important. Nous sommes assez sereins d'ici la fin de l'année. En revanche, notre attention se porte un peu plus sur le mois de janvier, au cours duquel nous pourrions émettre
quelques alertes dites éco-watt rouges. Alors les alertes éco-watt rouges, éco-watt, on entend beaucoup parler, on en reparlera sans doute, mais dans les bulletins météo, maintenant vous avez les signaux éco-watt en direct, c'est tous les soirs à la télé. Et l'alerte rouge, c'est celle qui est susceptible d'occasionner des coupures tournantes et temporaires. Voilà. Et donc, effectivement, le mois de janvier sera un petit peu tendu. Pour autant, nous pensons qu'il est tout à fait possible de réduire, voire d'éviter des coupures si tous collectivement, tous les acteurs, particuliers, entreprises, collectivités, nous observons les signaux éco-watt rouges et nous acceptons effectivement de faire des gestes de décalage des consommations en dehors des périodes de pointe. Donc tout le monde peut jouer sa partition. Nicolas Poinceau, comment est-ce que vous percevez cette séquence un peu nouvelle qui a démarré depuis quelques mois avec son lot d'incertitudes, de complexité qu'on vient d'évoquer ? Alors effectivement, elle peut se décomposer en deux niveaux. Déjà, en tant qu'industriel, pour Socomec, un impact financier important au périmètre d'un industriel, d'un site de 1500 employés qui travaillent en Alsace. On a déjà une estimation d'à peu près multiplié par 5 le coût de la facture énergétique, donc c'est énorme. On est en train de parler de plus-value de 5 millions pour le groupe, qui doit bien sûr se compenser sur de la marge opérationnelle. Donc c'est dans un contexte qui est difficile. Anti-industriel. Par contre, on est aussi un industriel innovateur. C'est aussi notre façon de répondre à ces contraintes-là. Et par l'innovation, c'est d'arriver sur le marché avec des solutions qui vont nous permettre de passer le mieux possible ces solutions-là. J'entendais RTE parler de coupures sur le réseau. On a des solutions aujourd'hui qui permettent, par construction, grâce aux UPS, de se prémunir de ces coupures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis 60 ans. Et puis, depuis une dizaine d'années, à travers le stockage, des solutions pour redémarrer un bâtiment qui serait tombé dans le noir, par exemple, et ce, sans avoir besoin d'un groupe électrogène, ce que l'on pense traditionnellement quand on a l'objet d'une coupure. Merci. Marc Elfter, quel est votre regard sur la situation? Comment ça se traduit dans votre stratégie chez Agar Group? Ce qu'on observe, c'est que l'électricité ou l'énergie devient quelque chose de précieux, qui était peut-être gaspillé avant, même si on parle d'économie d'énergie depuis longtemps. Mais on a vu quelques éléments déclencheurs, comme la crise en Ukraine, qui a montré la fragilité un peu de nos systèmes vis-à-vis et notre dépendance aussi, vis-à-vis de l'importation d'énergie. Et ça veut dire que pour des industriels comme nous, ça crée des opportunités dans le sens où les clients, les personnes en général, vont chercher des solutions qui permettront d'économiser l'énergie. Soit de la produire localement, de l'utiliser localement, stockage, production, mais également tous les systèmes automatiques qui vont permettre d'économiser ou de décaler des charges. On pourra en parler plus tard de ça. Ces systèmes d'alerte aussi qui vont arriver par le réseau devront être interprétés et traités localement. On pourra parler des tarifs dynamiques peut-être au courant de la réunion. Il y a des mécanismes quand même qui permettent de lisser les pointes, par exemple le soir à 19h où tout le monde a besoin d'énergie. Il y a sûrement des solutions pour étaler ça dans le temps. En reparler. Merci. Delphine Degurs, j'imagine aisément, comme toute activité, la vôtre est réinterrogée aussi, bien au-delà des enjeux de décarbonation sur lesquels on pourra évidemment revenir. Comment le contexte dont on parle vient-il impacter vos projets d'aménagement, de promotion immobilière ? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'aménageur, on a une vue long terme. Donc, nous, on travaille à partir d'une trajectoire carbone. Et cette trajectoire carbone, elle va s'appuyer à la fois sur le mode constructif, sur le poids de l'énergie renouvelable que l'on va mettre en œuvre sur nos projets, et donc maximiser l'autoconsommation énergétique sur du renouvelable. Et le troisième point est effectivement l'efficience énergétique de nos bâtiments. Alors le fait est qu'au Luxembourg, on est quand même sur une réglementation très en avance par rapport à la France, c'est-à-dire qu'on est sur une réglementation thermique qui est de l'ordre de la RE 2020-2025 depuis déjà 10 ans. Donc globalement, c'est intéressant parce que effectivement, c'est très efficient énergétiquement. Par contre, aujourd'hui, on va travailler beaucoup plus la prise de conscience énergétique des résidents. Donc, c'est que maintenant qu'on va faire ce que Elitis fait déjà dans ses tours, c'est de mettre en évidence, et ce qui est par contre déjà obligatoire en France depuis un certain temps, la consommation énergétique et travailler sur la sensibilisation et la prise de conscience de la consommation énergétique par les résidents.
Donc ça, c'est notre, je dirais, finalement, notre quatrième dimension, qui est vraiment la prise de conscience des résidents dans leur consommation. Je ne savais pas qu'au bout de 10 minutes de table ronde, on serait déjà dans la quatrième dimension. Étienne Wurtz, comment est-ce que vous réagissez à tous ces propos? Quelle est votre perception du contexte? Est-ce que l'accumulation de toutes ces crises, c'est finalement pas une bonne nouvelle? Je mets plein de guillemets, évidemment. Une opportunité pour changer quelque chose. Alors c'est effectivement ce qui nous a emmené un petit peu à créer ce thème de cet après-midi. J'ajouterais quand même un élément un peu inquiétant, hein. Il y a un mois, Emmanuel Macron nous avait annoncé un accord franco-allemand, là on est proche de l'Allemagne, en disant finalement en France on a du gaz, en Allemagne ils ont de l'électricité, et donc on va s'accorder un peu. Alors qu'on ait du gaz en France, c'était une grande nouvelle parce que c'est quand même pas tellement courant que ça, et de l'électricité en Allemagne, c'est pas non plus ce qui était connu jusqu'à présent, et si on reçoit de l'électricité de l'Allemagne, il faut bien savoir que ça va être l'électricité qui viendra du charbon, parce que celle qui vient du solaire et des autres énergies renouvelables, elles seront utilisées avant. Donc, il y a, d'accord, on peut peut-être nous aider pour passer, et on le verra, mais on a oublié encore de parler de carbone, qui est encore un point, et je pense qu'on va y arriver rapidement. Alors Étienne Wurtz, je vais rester avec vous si vous le permettez. On va centrer notre conversation sur la problématique du bâtiment dans ce contexte que vous avez toutes et tous bien décrit. Merci encore. J'aimerais que vous nous aidiez à bien situer le débat qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'établir un lien entre le mot bâtiment et le mot énergie si on veut se projeter? Est-ce qu'on peut rappeler quelques données et quelles sont vos réflexions au sein du CEA sur la place du bâtiment dans le débat autour de l'énergie? Quel est l'enjeu finalement? Oui, alors en introduction, je dirais qu'il y a 3 ans, on a voulu supprimer le département que je dirigeais, bâtiment au CEA, et l'administrateur général, quand on est venu nous voir, on lui a dit le bâtiment, c'est 43% des consommations énergétiques. Il dit 43% avec énergie dans le mot CEA, on ne peut pas s'en passer. Ensuite, on ne l'a pas supprimé, on l'a intégré, on l'a agrandi le service, et aujourd'hui, on fait du réseau, de l'énergie, du bâtiment et du stockage. Et ça change complètement le contexte, et c'est ce dont on veut venir aujourd'hui, parler d'un changement d'échelle. Quelques chiffres. D'abord, dans l'électricité française, il n'y a pas beaucoup de fossiles, puisque le gaz, c'est uniquement 8%. Donc, on en reparlera, mais c'est quelque chose qui pourrait être géré un petit peu autrement. Un autre chiffre, j'avais fait une conférence, je crois que c'était en décembre l'an dernier, et la veille, j'avais regardé un peu ce que je disais, production-consommation en France. On produisait 80 terawatts, le 10 décembre, c'était à peu près, et on avait besoin de 90 terawatts. Donc on avait besoin de 10 terawatts. Ces 10 terawatts, ils nous viennent d'ailleurs, et notamment d'Allemagne. C'est certainement pas du décarboné. Et ça, c'est un chiffre très important. 10 terawatts, c'est quelque chose d'inimaginable au niveau consommation. Donc oui, on n'a pas trop de gaz en France, on en a beaucoup. Un autre élément qui est important, la nuit, on a 30% d'électricité qu'on ne sait pas utiliser. Comment on l'utilise? Essentiellement, on va la vendre aux Suisses. Les Suisses, avant, ils remontaient l'eau dans les barrages. Maintenant, ils se sont rendus compte que ça sert à rien. Il suffit de la consommer la nuit et de garder leur barrage bien plein et de se dire la journée, on va la descendre. Donc, c'est bien pour les Suisses, mais on pourrait peut-être faire mieux pour essayer d'utiliser moins de carbone. Donc, voilà un petit peu, en quelques chiffres, les défis qui pourraient nous aider et les défis qui vont se tourner autour de ce qu'on va pouvoir faire. Alors le CEA, qu'est-ce qu'il fait? Le CEA, il travaille sur le PV, le CEA travaille sur le stockage, le CEA travaille sur le véhicule électrique et notamment bidirectionnel, il travaille sur le pilotage des bâtiments. Donc tout ça, on va voir comment on pourra l'agrémenter dans notre conférence. Alors réaliste, j'imagine que ces réflexions, vous les partagez, notamment au regard du contexte que vous avez décrit tout à l'heure. RTE a par exemple souhaité se lancer dans une étroite coopération avec le CEA. J'aimerais bien que vous nous disiez un peu de quoi il s'agit, quelles en sont les intentions précises, quels axes de travail. Bien sûr, Étienne Wurtz va pouvoir compléter. Oui, bien sûr, d'autant qu'il est beaucoup plus impliqué personnellement que moi sur ces sujets. Non, en tout cas, stratégiquement, déjà. En tout cas, ce partenariat permet de faire dialoguer le global et le local, parce que le CEA a un peu cette vision fine des technologies qu'on utilise localement, notamment celles qui sont présentes dans nos véhicules, dans nos bâtiments, et le foisonnement, effectivement, des comportements de ces technologies a un impact sur l'équilibre du système électrique. C'est ce qui donne tout le sens, effectivement, du partenariat qui est le nôtre.
Plus globalement, Hervé List, quelles sont les grandes lignes stratégiques de votre entreprise, au fond, qui viennent conforter cet accord cadre avec le CEA? Ça s'inscrit évidemment dans une politique beaucoup plus globale. Oui, alors d'abord, ça s'inscrit dans un contexte de transition énergétique. Et donc, transition énergétique veut dire une part des renouvelables, et notamment des renouvelables intermittents de plus en plus importants dans notre mix électrique. Et ça a un impact sur le réseau. C'est pour ça qu'on travaille, par exemple, sur les questions de stabilité et de voir, par exemple, comment l'électronique dans les véhicules électriques ou dans les pompes à chaleur peut avoir un impact sur le niveau de la fréquence ou de la tension, qui doivent toujours rester stables et équivalentes pour assurer la stabilité du réseau. On travaille aussi sur des questions de flexibilité, et notamment on a une expérimentation dans le cadre du projet Evolve, une expérimentation qui vise à voir comment on peut mieux faire coïncider en fait les recharges des véhicules électriques avec la production d'énergie solaire et photovoltaïque locale. Voilà, pour mieux piloter effectivement la demande. Étienne Wurtz, en guise d'illustration, on pourrait peut-être évoquer l'un ou l'autre des terrains d'expérimentation sur lesquels vous êtes positionné. Prenons un exemple avec ce qui se passe finalement tout près de chez vous, du côté de Grenoble et son WTC. Vous nous expliquez un peu ? Oui, alors VTC, alors c'est le World Trade Center, mais rassurez-vous, celui-là il tient encore debout. C'est un grand bâtiment qu'on a à Grenoble et l'idée c'est de se dire... Donc là, c'est un projet EFAS, un troisième projet, où on se dit, jusqu'à présent, comment on a stabilisé le réseau? On avait du gaz, et donc le choix un petit peu d'EDF, ça a été de se dire, les centrales nucléaires, on pilote pas trop, et on va piloter avec le gaz. D'ailleurs, à l'inverse, les États-Unis disent, nous, les centrales nucléaires, on fait tourner à fond, et on regarde comment on peut gérer par la demande. Et bien là, c'est gérer par la demande. Donc, c'est de se dire, alors là, on est sur un bâtiment, on veut travailler sur 15 000 bâtiments, en se disant, tous ces bâtiments tertiaires, finalement, le grand pic, c'est de 8h à 13h. 8h à 13h, on a besoin de beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on ne pourrait pas, tout simplement, préchauffer ou pré-refroidir d'ailleurs, parce que dans quelques années, on a la même chose en climatisation. Et donc, on se dit, au lieu de préchauffer le bâtiment à 6h du matin et 8h et effectivement consommer l'énergie, on peut préchauffer le bâtiment beaucoup plus tôt, à 3h du matin, et on a de l'électricité parce que je vous l'ai dit, la nuit, on a 30% d'électricité qui n'est pas utilisée. Donc, profitez de cette électricité peu utilisée, préchauffer, et ne pas chauffer de 8h à 13h. Ça paraît tout simple. Le problème, c'est que vous avez des usagers à l'intérieur. Et si vous dites, attendez, il fait 15 degrés dans votre bâtiment, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est d'arriver de façon très simplifiée, de pouvoir prédire, on n'est pas Madame Soleil, donc on utilise la simulation, quelle température en fonction du type d'équipement, si vous avez un plancher chauffant, si vous avez de l'effet Joule, si vous avez de l'air, en fonction d'isolation, en fonction d'inertie, et bien sûr, comme on veut le faire sur 15 000, et demain, on veut la massification, j'irai de la France entière. Il faut des outils très très simples qu'on arrive à décrire avec 3 équations et qui pourraient dire à RTE, voilà, aujourd'hui on peut couper, ça évitera de passer avec au boîte rouge, ça évitera de couper l'électricité. On va simplement surchauffer un petit peu la nuit, on va s'arrêter et puis on aura du confort à 1h de l'après-midi. Donc ça paraît assez simple, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Bien sûr. Nicolas Poinceau, j'imagine que vous suivez de très près ces expérimentations. On en vient assez rapidement à parler du bâtiment actif, un bâtiment pour lequel se pose donc très rapidement une première question centrale à mon sens, vous le direz, le stockage de l'électricité dont on sait qu'il reste limité, même si des solutions efficaces existent, je le sais. Qu'en dites-vous ? En effet, et aujourd'hui, pour être conscient que pour arriver aujourd'hui, pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres de la transition énergétique, j'entendais nos collègues de RTE de dire qu'aujourd'hui les énergies il y a un problème de temporalité, on produit de l'énergie soit en surnombre, soit pas assez à certains moments de journée. La question du stockage, c'est un sujet clé, et c'est un sujet clé qu'on s'est posé il y a 10 ans. Et pour avoir des solutions, pour répondre aujourd'hui aux défis qui sont les nôtres, il a fallu passer par la phase du sujet du jour, c'est de l'expérimentation. Cette expérimentation, on l'a commencé il y a 10 ans, effectivement, en imaginant un actif de stockage au niveau d'un réseau, au niveau par exemple d'un projet comme Nice Grid, pour ceux qui ont pu entendre parler, où il était juste question d'isoler tout un quartier de Nice grâce à un système de stockage, grâce aux énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour arriver et répondre en 2022-2023 aux enjeux qu'on vient de citer en préambule de cette table ronde, il faut avoir des solutions qui soient industrielles, prêtes à être déployées. Et aujourd'hui, on a effectivement 10 ans d'expérience sur le domaine. Marc Alfter, quel est votre point de vue sur ce type d'expérimentation qui vise à surchauffer la nuit, à couper sur des plages longues le jour, le stockage, tous ces éléments ?
Alors, effectivement, le problème de fond, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est le décalage qu'il y a entre la production et la consommation. Aujourd'hui, c'est toujours la production qui s'adapte à la consommation. Et ce qui va être une nouvelle donnée, c'est qu'on va aussi avoir de la flexibilité côté des consommateurs, hein, ce qu'on appelle la flexibilité. Et ça, on peut y arriver avec des charges qui ont une certaine inertie, qu'on peut arrêter et redémarrer. Tout ce qui est chaud ou froid en fait partie. La mobilité électrique aussi, je peux arrêter la charge d'un véhicule électrique, la reprendre plus tard, ou réduire la puissance de charge. On travaille sur ces sujets-là, principalement la charge qu'on appelle la charge intelligente des véhicules électriques, c'est-à-dire qu'on va tenir compte, est-ce que j'ai par exemple de l'énergie photovoltaïque en excès, si je suis dans le cas d'une production locale. Et puis le stockage, c'est pareil, le stockage dans les bâtiments, ça vise à stocker l'excédent qui est produit à midi pour l'utiliser plus tard dans la journée, quand il n'y a plus de soleil ou quand il y a des pics de consommation. Donc ça, c'est de l'optimisation locale. Et après, on peut imaginer aussi, avec ces modèles locaux, de les rendre globaux en rendant des services au réseau. Ça va être l'étape suivante qu'on appelle flexibilité et qui n'a pas encore vraiment démarré. Pour le moment, on est plus dans le mode optimisation locale au niveau du bâtiment. Delphine Desgurs, est-ce que vous avez un ou plusieurs exemples de ce type d'expérimentation à nous expliciter? Je parle bien sûr au-delà de nos frontières franco-françaises. Et quel dialogue est-ce que vous entretenez avec les énergéticiens dans tous vos projets d'aménagement? Alors aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est du coup l'équipement quand même en termes de technologie smart de pilotage, à la fois pour les bâtiments de bureaux, ça c'est déjà des choses qui se font, mais du coup c'est l'implication, l'engagement sur la performance des gérants pour effectivement atteindre ces objectifs. Donc il y a à la fois de la technologie. Sur le résidentiel, c'est pareil, quelle technologie on met à disposition des syndics pour piloter l'efficience du bâtiment. En termes d'expérimentation, nous, la problématique, c'est aujourd'hui la croissance très forte en termes de véhicules électriques. Par exemple, sur un quartier qu'on est en cours de conception, c'est 1400 logements, on prévoit que, vu le taux d'équipement très rapide au Luxembourg de véhicules neufs, en fait, parce que ce sont des véhicules de société, en véhicules électriques, on prévoit que à 2035, 40% de la consommation énergétique du quartier sera due aux véhicules. Que, du coup, l'appel à puissance, si tout le monde se charge le soir, va être absolument insoutenable. Donc, du coup, en fait, on va travailler sur un modèle mais plutôt avec des chercheurs, de comment est-ce qu'on va optimiser l'appel à puissance sur les véhicules électriques, quelle incitation à se charger ou pas on peut avoir, quelle prévision on peut avoir sur les usages donc des résidents pour pouvoir mieux maîtriser cet appel à puissance. Et après, moi je dirais un peu plus tard en termes d'énergéticiens, aujourd'hui, voilà, on est sur une couche au-dessus. Vous voyez, donc c'est uniquement finalement quand on va parler de quelle est la production énergétique qu'on a sur cette relation avec les énergéticiens. Merci. Étienne Burtz, vous nous dites qu'en matière d'énergie, le bâtiment devient central au point de considérer qu'il pourrait même engendrer une mutation de fond, celle du remplacement du gaz par l'électricité. En tout cas, c'est ce que je comprends et on en a parlé bien sûr en préparant cette table ronde. Comment est-ce qu'on peut envisager cette évolution et quelles en sont surtout les conditions? Oui, alors justement, là aussi, revenir un peu dans l'histoire. Le bâtiment a longtemps été simplement une courbe de charge. Le bâtiment, c'était combien il a besoin, et puis on va lui apporter ce qu'il a besoin. Et puis on se disait, ah oui, le bâtiment, il consomme beaucoup, il consomme peu. Et moi, ce que je dis, à part si j'ai fait expression du bois, le chauffage bois, mais qui est quand même pas très important dans le périmètre, le bâtiment, c'est pas lui qui consomme, c'est le réseau. Le réseau, soit il est de l'électricité, soit c'est un réseau de chaleur, et ça, c'est à l'interface entre le bâtiment et le réseau. Et donc, c'est là qu'il faut que je regarde. Aujourd'hui, en temps réel, on connaît le taux de CO2 dans le réseau. Aujourd'hui, en temps réel, on connaît le taux de CO2 dans un réseau de chaleur. Et aujourd'hui, on connaît les besoins du bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut évoluer? Comment? On dit le bâtiment, il devient consommateur, c'est-à-dire que le bâtiment, il va plus être
passif et recevoir ce qu'on lui donne, mais il va dire attendez, non là, je n'ai pas besoin, je vais m'en passer. Alors je vais m'en passer, je vais faire du stockage, on en a parlé, je vais utiliser les véhicules électriques. Parfois, je vais dire bah oui, mais moi j'ai du photovoltaïque, donc je peux stocker et j'en ai pas besoin, voire je peux apporter du réseau. Mais il faut que le bâtiment il devienne moins passif. Hein. On est encore il y a 5 ans, le photovoltaïque, on disait c'est vendre de l'électricité sur le réseau. Ça faisait un peu de perturbation sur le réseau, tout le monde était content parce qu'on gagnait bien sa vie et ça servait pratiquement à rien. Aujourd'hui, non, on veut faire de l'autoconsommation, on veut un bâtiment qui consomme, on veut un bâtiment et qui veut pas être indépendant du réseau. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de dire le bâtiment, il travaille avec le réseau et le bâtiment, il rend service au réseau, le réseau rend service au bâtiment et c'est comme ça qu'on arrivera au décarboné. Le décarboné, c'est pas le bâtiment, sauf ce qu'on a vu tout à l'heure avec effectivement les produits et Saint-Gobain, mais ça représente peu dans la vraie charge du bâtiment. Ce qui charge, c'est toute la vie du bâtiment qui consomme. Et ça, c'est le travail bâtiment-réseau qui va nous l'emmener. Hervé List, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on est engagé sur cette trajectoire? Quelles sont les conditions de réussite, selon vous, bien sûr? Si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050, il va nous falloir réduire notre consommation énergétique globale, toutes sources confondues, de 40%. Et c'est pas neutre. C'est pas neutre. Et la part relative de l'électricité dans la consommation, qui est aujourd'hui de 25%, doit passer à 55%, ce qui est à peu près une augmentation de 35% de la production d'électricité. Et ça, ce sera possible que s'il y a une électrification massive des usages, et y compris évidemment et beaucoup dans le bâtiment, et évidemment une production d'électricité décarbonée en parallèle. Et c'est en cela que l'électrification apporte effectivement sa pierre à l'édifice et amène une décarbonation et amène aussi de l'efficacité énergétique. Parce que les appareils électriques les plus courants que nous consommons, que ce soit l'électroménager, ordinateur, éclairage, chaque fois que vous remplacez un appareil par un nouvel appareil, ce nouvel appareil consomme moins. Donc on a à la fois usage d'électricité décarbonée, couplé à des produits qui sont de plus en plus efficaces. Donc évidemment, l'avenir, en tout cas la trajectoire, elle est plutôt vers plus d'électrification dans les bâtiments. Marc Helfter, Nicolas Poinceau, je m'adresse aux deux industriels de haut niveau que vous êtes ici. Est-ce que nous pourrions établir ensemble une sorte de liste des solutions techniques aujourd'hui parfaitement maîtrisées pour constituer ce mix énergétique à l'échelle du bâtiment? Étienne Wurtz a commencé à en parler et qui pourrait justement répondre aux ambitions qui sont évoquées ici. Alors je pense à la chaleur des eaux dites grises. Vous nous expliquerez ou réexpliquerez les pompes à chaleur. Quelles innovations en la matière? Quelles solutions les plus efficientes? Monsieur Poinceau et puis Monsieur Helfter ensuite, je peux par exemple. Commencer. Alors effectivement, il y a différents sujets qui sont abordés. On entendait, et je suis tout à fait d'accord avec ces propos, l'idée de dire c'est que le bâtiment va se tourner vers de l'énergie, c'est le sujet du jour, décarbonée. Donc décarboné plutôt vers des réseaux, on va oublier les réseaux fossiles, l'énergie fossile, on va se tourner vers de l'électricité, donc tout ce qui est pompe à chaleur, tous ces sujets-là, oui, ça permet effectivement d'augmenter les rendements du bâtiment. Nous, en tant qu'industriels, c'est vrai que je représente notamment l'activité dite au stockage. C'est une des solutions pour répondre à ça. Et pourquoi? Parce qu'on a bien cité que le côté des énergies renouvelables qui vont être intermittentes pose un problème de fond. C'est que si vous parliez tout à l'heure de l'hydraulique, si vous envoyez de l'eau, Monsieur Wurtz, dans les barrages en Suisse, le fait d'envoyer de l'eau et de la renvoyer au réseau derrière, on a quoi comme retour sur investissement? 20-30%. Donc on a presque perdu 70% de l'exercice. Alors que le stockage d'énergie sur batterie, c'est peut-être pas la seule solution, mais au moins, c'est que si vous me donnez 100 kWh, quelques heures plus tard ou le lendemain, je vous en rends plus de 90%. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un outil parmi d'autres pour aider le bâtiment. Et je suis conscient que c'est pas la seule solution qu'on peut avoir au niveau du bâtiment. C'est un ensemble de solutions. Donc oui, tourner vers des systèmes d'alimentation effectivement efficients, peut-être pompe à chaleur et autres, stocker de l'énergie quand elle est possible, et puis travailler, là je me tourne vers Marc, je peux lui passer le relais, sur les solutions qui sont effectivement liées aux véhicules électriques, qui sont un peu moins dans mon domaine d'activité, quoique nous on va le travailler au niveau des recharges rapides pour le coup. Je vous laisse entre vous, messieurs. Marc. Oui, la pompe à chaleur, c'est certainement un élément important parce que pour 100 d'électricité consommée, je vais en gagner 3-4 fois plus. Donc ça, il y a un effet de démultiplicateur gratuit, entre guillemets, qui est très intéressant avec la pompe à chaleur. Après, il faut voir si c'est adapté à tout type de bâtiment. En tout cas, par rapport à un chauffage direct, résistif, la pompe à chaleur a clairement un très net avantage. Après, les solutions de stockage ou la mobilité électrique. La mobilité électrique, c'est plutôt un nouveau consommateur. C'est
en fait un transfert d'énergie qui était pétrolière vers de l'électrique. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est pas vraiment de l'économie d'énergie, c'est plutôt de la décarbonation de la mobilité. Et sinon, les stockages associés à du photovoltaïque, ça permet évidemment de diminuer la consommation qui vient du réseau et de la décarboner en même temps aussi. Après, il faut se poser la question, est-ce que c'est accessible à tout le monde? C'est des technologies qui sont chères. Aujourd'hui, les marchés, c'est principalement l'Allemagne en Europe, parce que le kilowattheure coûte 60 centimes. En France, on a 18. Hein. Donc le payback de ces systèmes de technologie complexes sont intéressants dans les pays comme l'Allemagne, pas du tout en France. Et après, c'est la cible qui est plutôt la maison individuelle. Tout le monde ne vit pas dans une maison individuelle à la campagne. Quelles seront les solutions pour les citadins qui vivent dans des appartements, mettre des panneaux en façade avec l'immeuble à côté qui fait de l'ombre, etc. Donc il reste quand même des tas de problématiques à résoudre. Il existe des solutions qui permettent de commencer à faire des choses, mais la solution universelle qui marche dans tous les cas de figure, moi je ne la connais pas. Alors, Monsieur Poinceau, je voudrais juste compléter sur ces propos, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Marc. On vit pas tous effectivement dans une maison individuelle à la campagne, ça c'est ce qui me fait réagir, parce qu'effectivement, à l'exemple de démonstrateur qui a lieu à Strasbourg, au niveau du port du Rhin, on a su prouver que l'autoconsommation se vivait au niveau d'un écoquartier. C'est-à-dire il y a plusieurs producteurs qui vont se mettre ensemble, qui vont avoir des besoins pour produire sur 3 toitures différentes, avec un système de stockage qui va lui être centralisé et au bénéfice de l'ensemble de la communauté, pour acheter de l'énergie moins chère que celle qui va venir du réseau. Et alors fortement intéressante, puisqu'elle va être produite localement, principalement à partir d'énergie renouvelable, donc décarbonée. Ça, c'est un exercice qui est intéressant, et je pense qu'il est facile de dupliquer ça sur d'autres exemples. Je pense à l'exemple sur Grenoble, à côté du CEA, en face du CEA, on a un bâtiment qui aussi a vocation, avec Bouygues, qu'on a mis sorti de terre il y a 2 ans, de collecter à travers les panneaux solaires, d'avoir aussi un rôle de collecteur d'eau de pluie. Donc on travaille sur solaire, stockage, collecter les eaux de pluie, et ces eaux de pluie servent à réalimenter le circuit des WC, réalimenter jusqu'à l'arrosage du jardin. Donc on a vraiment un circuit plus vertueux pour amener sur ces bâtiments-là un taux d'autosuffisance énergétique à hauteur de 70%. Et ça, c'est très intéressant. Étienne Wurtz, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi l'avènement de la voiture électrique est une bonne nouvelle pour venir en soutien de ce mix énergétique qu'on aborde à l'instant avec ces fameuses connexions bidirectionnelles qu'Herbéliste nous a évoquées. Dites-nous. Alors la voiture électrique subit d'abord, c'est un choix politique de dire on va passer du thermique à l'électrique. Ça veut dire qu'en 2030, on est entre 10 millions à peu près de véhicules électriques en France. Ça veut dire que nous, bon là on travaille plus avec Enedis, parce que ça veut dire des modèles locaux qui vont complètement se transformer, avec des gens qui vont vendre l'électricité aux voisins, parce qu'effectivement il faudra regarder comment je peux utiliser. L'idée pour nous, c'est de se dire il faut que le véhicule électrique il se charge tout le temps. Le problème, c'est de se dire ah oui, mais j'ai du photovoltaïque à la maison et quand j'ai pas de soleil, qu'est-ce que je fais? La question n'est plus j'ai du soleil ou j'ai pas de soleil, c'est je suis au travail, j'ai du photovoltaïque qui charge ma voiture, je suis à la maison, j'en ai. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que l'urgence, c'est le véhicule électrique classique, et on peut avoir des modèles avec du pilotage, avec du photovoltaïque, avec un véhicule électrique. C'est de l'intelligence à donner, mais on a tout pour le faire avec ce déploiement très fort du véhicule électrique. Demain, et ça c'est le retour vers le futur, puisque les véhicules électriques que Renault va sortir l'an prochain et qui on travaille, c'est des R5 et des 4L, et qui seront, elles, bidirectionnelles. Et donc là, on est encore dans un modèle beaucoup plus complexe. Ça veut dire que si vous roulez pas beaucoup, eh ben, la charge que vous utilisez pour rouler, pour aller à votre travail, si vous avez 20 km, il vous en reste encore beaucoup pour utiliser l'électricité la nuit chez vous. Donc si vous chargez votre voiture au travail avec du photovoltaïque, vous pourrez l'utiliser. Donc c'est vraiment un modèle complet à réécrire, mais là on n'est pas sur maintenant, on est sur 2030 qui va venir très vite, et c'est une opportunité. Donc nous, effectivement, on va avoir quelques voitures électriques bidirectionnelles pour tester. Aujourd'hui, c'est quelque chose. Encore une fois, on a presque tout, et c'est vraiment l'intelligence qu'il faut, avec sûrement le problème quand même, pour dire le handicap, ça va être charger, décharger une batterie. Alors là, je vais me tourner vers Socomec, mais le nombre de cycles, c'est aussi l'usure du véhicule. Donc là, on travaille aussi beaucoup dessus en disant il ne faut pas que d'un côté,
j'ai beaucoup de flexibilité, et de l'autre côté, j'ai une batterie qui s'use en 2 ans. Donc, chaque fois qu'on va vers une nouvelle technologie, on va vers de nouvelles recherches. C'est aussi l'intérêt d'être chercheur. Absolument. Pour répondre à notre interrogation du jour, il convient donc de raisonner à l'échelle d'un espace un peu plus large que le seul bâtiment. On est d'accord, c'est le sujet. Par exemple, le quartier dans lequel toutes ces techniques vont pouvoir de façon cohérente jouer un rôle. Alors Delphine Degurs, j'aimerais justement vous laisser nous expliquer en quelques minutes quel travail vous réalisez actuellement sur ce nouveau quartier que vous avez évoqué, Rautlenz, si je prononce bien, du côté d'Esch-sur-Alzette, au sud du Grand-Duché, où un quartier durable est en train de naître. Quelle est l'approche globale que vous avez déployée? Quels sont les grands principes retenus, principalement évidemment sur la question de l'énergie? Donc en fait, le concept énergétique fait partie du concept du quartier, avec comme objectif une énergie bas carbone et effectivement avec un coût maîtrisé. Quel est le modèle économique qu'on va pouvoir rendre aux résidents? Donc pour pouvoir garantir le moindre, je dirais, d'impact de la variation énergétique. Aujourd'hui, c'est vraiment un positionnement très fort pour les promoteurs de dire dans ce bâtiment, vous aurez une énergie à prix constant. Et donc, pour ce faire, la conception a associé un chauffage urbain, donc on est quand même sur 1400 logements, associant géothermie, pompe à chaleur, récupération de la chaleur des eaux grises et photovoltaïque. Donc, on est sur un modèle global. Et là, du coup, la photovoltaïque, c'est ce qui produit l'électricité. On va l'affecter en premier lieu à l'alimentation de la pompe à chaleur et ensuite aux besoins de l'immeuble. Ce qui implique de constituer des modèles juridiques de communauté d'énergie. Et donc, en fait, c'est moins la technologie, parce que du coup, nous, 2030, c'est maintenant. Se poser la question de comment est-ce qu'on va associer dans une communauté énergétique un exploitant énergétique, la copropriété, les résidents, comment est-ce qu'effectivement ils vont donner ou pas mettre à contribution leur véhicule comme batterie potentielle. Du coup, c'est là-dessus finalement où à la fois on est en avance de phase, même on dépose du coup des dossiers de subvention parce qu'on est en avance de la réglementation, en tout cas au Luxembourg, et on expérimente finalement. Il y a ce qui relève des études techniques pour le faire, et il va y avoir surtout l'expérimentation des modèles juridiques et de gestion qui vont être majeurs en fait dans la mise en œuvre. Hervé List, à l'aune de tout ce qui vient d'être dit, quel serait selon vous l'intérêt d'une approche réseau de bâtiments, je mets des guillemets à l'expression, pour venir en levier de stabilisation de la fourniture d'électricité? Quel est votre regard là-dessus? Bon, clairement, oui, le bâtiment peut être une source de flexibilité. Alors, on a cité l'exemple du véhicule électrique qui se charge très souvent, effectivement, la nuit dans les bâtiments, et pas que la nuit. Mais il se trouve qu'effectivement, on va vers une décarbonation majeure du secteur des transports. 15 millions de véhicules à l'horizon 2035, la quasi-totalité à l'horizon 2050. Et il se trouve que, effectivement, ce stock de batteries va être très bien réparti sur le territoire. Et donc, on évoquait tout à l'heure le véhicule to home, c'est-à-dire la capacité, effectivement, ces batteries de pouvoir servir de mode de stockage pour les bâtiments. Mais au-delà, effectivement, des bâtiments, on peut même imaginer à un moment donné une restitution d'énergie au réseau électrique à un moment, effectivement, où la production n'est pas disponible, où la consommation est tendue. Et pour l'ensemble des moyens de stockage de manière générale. Donc effectivement, il y a aussi, en matière de flexibilité, d'ailleurs un autre axe de collaboration avec le CEA, dans le cadre du programme EFAS, qui permet d'expérimenter la réponse des bâtiments au signal RTE EcoWatt. Effectivement, et la mise en réseau effectivement, de ces réponses, quelque part, a un impact évidemment sur le pilotage du système électrique de manière globale. Donc vous voyez, on est toujours sur ce dialogue global-local. Étienne Wurtz, l'exemple luxembourgeois présenté par Delphine Degurs s'inscrit parfaitement, je crois, dans votre réflexion. C'est le quartier qui semble pouvoir devenir l'acteur principal. Comment on fait pour mettre les bâtiments en interaction? Quels sont les enjeux sur la dimension technique des choses? Alors, on fait bien de poser la question du technique, parce que Delphine nous a parlé du côté juridique, et l'électron, il connaît rien au juridique. Et l'électron, lui, il va aller le chemin le plus court. Il est libre. Et lui, il n'a aucun problème pour alimenter la pompe à chaleur, pour alimenter les besoins. C'est uniquement un problème après économique, mais
qui ne concerne pas l'électron. Et j'ai envie de dire que techniquement, ça va très bien marcher. Le problème, il sera un peu juridique de dire qui paye quoi et comment. Et c'est très important parce que c'est ça qui rend le modèle économiquement viable. Mais par contre, techniquement, on va avoir quelque chose de très intéressant. Et effectivement, la question sera du périmètre. Parce que la question, elle est, et là on travaille beaucoup dessus, c'est si vous avez une maison individuelle et que vous avez une voiture électrique qui est chargée par le solaire et que la voiture n'est pas là, ça ne sert pas à grand-chose. On peut mettre du stockage, mais c'est un peu cher pour une maison individuelle, donc on va plutôt y perdre. Par contre, si vous avez un voisin qui a une voiture électrique et lui, il est retraité, il est à la maison, ben autant utiliser cette énergie pour lui et pas utiliser pour le sud de la France, parce que le temps que l'électron arrive là-bas, ce sera trop tard. Et donc, par ce foisonnement, on peut se dire, tiens, bah, peut-être qu'à 6, cette maison, on va avoir quelque chose de très intéressant. De la même façon, si on a une plus grande surface photovoltaïque, à l'échelle d'un quartier, on va se dire, tiens, ben voilà, ça va être 4, 5 immeubles, et puis on rajoute le réseau de chaleur urbain dont elle a parlé, qui est très important là-dedans, et donc on va chercher le périmètre. Et pour moi, c'est ça, c'est de chercher le périmètre, non pas pour être indépendant, encore une fois, le réseau, on l'utilisera toujours, mais le périmètre, on va avoir une espèce d'autonomie majeure pour que la production corresponde à la consommation, hein, en luttant contre ces bâtiments énergie positive qu'on a inventés il y a quelques années, pas tellement, hein, où on disait ben, l'été on produit, l'hiver on consomme. Ça n'avait absolument aucun sens si vous n'avez pas de modèle de stockage intersaisonnier. Donc là, on a quelque chose qui va essayer tous les jours de se dire où sont les électrons, où sont la chaleur et comment je peux essayer à 80%, à 90%, j'en sais rien, mais en tout cas le plus possible. Et la technique est parfois plus facile que le juridique. Marc Helfter, le message est passé. Marc Helfter, comment est-ce qu'on fait fonctionner ce type de réseau de bâtiments et à quelle échelle peut-on envisager ce type de réseau à votre sens? Je pense que la technique, ça passe par exemple par des compteurs intelligents. Il se trouve que la France a déployé le Linky maintenant à grande échelle. Donc on a déjà cette porte d'entrée du bâtiment, puisqu'à un moment, il faut dire au bâtiment ce qui se passe du côté du réseau. Si le bâtiment doit apporter de la flexibilité au réseau, il doit le savoir. Et ça peut passer par le compteur Linky, par exemple, ou par le cloud. Et après, il faut lui expliquer ce qui se passe. Alors, soit on met en place des tarifs dynamiques, c'est-à-dire j'ai des tarifs variables. Je donne chaque soir les tarifs sur les 24 prochaines heures. Et puis si c'est cher, ça veut dire réduis ta consommation. Si c'est pas cher, charge ta voiture. Voilà, je simplifie un peu. Après, ce qu'il faut mettre en place, la technique, je pense qu'on peut y arriver. Il y a déjà des expérimentations dans ce sens qui se font un peu partout. Le plus difficile, c'est les modèles économiques. Et le client final, j'investis dans de la technique, qu'est-ce que je reçois en échange? Donc tout ça n'est pas encore très clair. Il y a des pays comme l'Angleterre, l'Autriche ont fait des petites tentatives. Il y a aussi en France Drive, qui est une filiale d'EDF, qui fait du V2X ou du V2G avec une flotte de Nissan Leaf. Hein. Mais c'est encore... on ne peut pas dire que ça soit déployé à très grande échelle. Donc on est au début de quelque chose de nouveau, mais je pense qu'il y a un potentiel élevé, parce que ça a été dit par Hervé, je crois, un véhicule en Europe, il fait 30 km par jour en moyenne, ça fait à peu près 7 kWh, ça dépend de la taille du véhicule, et on a maintenant des batteries qui font 60, 80, 100 kWh, donc on peut très bien imaginer de consacrer une partie de cette capacité de stockage à d'autres usages que la mobilité. Nicolas Poinceau, votre analyse sur cette question, quelles sont les principales réponses techniques nécessaires pour aboutir à un fonctionnement réseau? Alors, c'est effectivement pas seulement le regarder au niveau d'un véhicule, pas seulement le regarder au niveau d'un bâtiment. J'évoquais tout à l'heure des exemples de réalisation où, par exemple, on a su faire communiquer des bâtiments sur ce qu'ils produisaient et ce qu'ils consommaient. On a par exemple une réalisation à l'université de Nice où le bâtiment est occupé principalement en journée et en semaine. A contrario, il est couplé à un bâtiment Nexity résidentiel qui est derrière, qui lui a des usages qui sont décalés par rapport à lui. Le cas d'usage concret, c'est de se dire, en journée, ce bâtiment Nexity peut aider l'université, mais par contre le soir, le système de stockage qui est système dans l'université va aider aussi les résidents pour leurs usages de consommation le soir. Ce que je voulais apporter un petit peu comme éclairage, c'est, je gère pas seulement la France, je gère aussi un certain nombre de pays européens, c'est aussi d'être curieux et de savoir ce qui se passe un petit peu en dehors de nos frontières de l'Hexagone. On est mal éduqué, si vous me permettez l'expression, en France, ou plutôt bien habitué à avoir un coût de l'énergie qui est relativement stable en France sur une journée.
C'est pas la réalité, par exemple, si vous allez juste chez le voisin, sans Luxembourg, à côté là, il y a la Belgique. La Belgique est capable, au sein même d'une journée, d'acheter de l'énergie à des ratios qui sont de 2 et 3 à certains moments de la journée. Et je vous parle pas juste à certains principes d'heure creuse, d'heure pleine. C'est presque, ça s'appelle le BELPEC, c'est un principe comme le coût de l'énergie, comme du trading, comme de la banque de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui va nous arriver demain. Et pour ça, effectivement, on sait répondre déjà avec des solutions de stockage pour répondre à ça. On a parlé, j'entendais, de multiplier les cas d'usage. Effectivement, comme le disait Étienne Wurtz, les systèmes de stockage coûtent cher, mais ils peuvent coupler plusieurs usages. C'est-à-dire, effectivement, ils peuvent gérer l'autoconsommation, couper les pics de production. En Hollande, par exemple, on a des réelles problématiques. C'est que si vous voulez construire un nouveau bâtiment, que vous soyez un industriel ou un résidentiel, et que vous allez demander au réseau plus de puissance, j'ai le cas quotidiennement en ce moment où le réseau leur dit ça n'est pas possible, il y a trop d'énergie renouvelable, le réseau n'est pas stable, je ne peux pas vous donner par exemple plus de puissance. Quelle est la raison à cet industriel? C'est qu'il veut construire une extension, il est dans l'obligation d'aller rajouter des ombrières sur ce parking avec du renouvelable, mettre des systèmes de stockage pour pallier à l'augmentation de puissance du réseau. Le peak shaving, l'effacement des pointes, c'est le modèle aujourd'hui le plus rémunérateur en Amérique du Nord aujourd'hui. Ce sera une réalité pour nous demain en Europe. Alors à l'échelle d'un bâtiment, on dispose pour les plus récents d'entre eux les capacités techniques de gestion relativement performantes, les GTB qui permettent de programmer. Comment est-ce qu'on fait pour tous les autres bâtiments, les plus anciens? Est-ce qu'il est réaliste d'imaginer travailler au niveau d'un îlot, d'un quartier, dès lors qu'on a cette première difficulté majeure à surmonter? Je reste avec vous, Monsieur Poinceau, Monsieur Helfter. Alors effectivement, il y a le sujet aujourd'hui, c'est bâtiment acteur d'un réseau décarboné. Il manque peut-être à ce titre, le bâtiment doit être intelligent. Et ça passe par effectivement la GTB. C'est se tourner vers des énergies renouvelables à certains moments de la journée, vers le réseau à d'autres moments. Donc ce bateau doit être, j'entendais, consommateur, doit effectivement être acteur de son énergie. Et ça va pas forcément se gérer qu'au niveau de RTE, ça doit se gérer aussi au niveau des consommateurs. On doit avoir des bâtiments qui se montrent plus intelligents, plus versatiles pour gérer leur énergie. Ça va bien entendu sur la connexion des véhicules électriques, mais on doit effectivement... la GTB existe depuis des années et des années. Elle n'est pas encore déployée, elle est souvent au niveau industriel, mais au niveau des bâtiments tertiaires, elle a, je trouve, de beaux jours devant elle pour pouvoir amener de l'intelligence à ces bâtiments. Monsieur Helfter, un complément ? Oui, un complément sur les... Je pense que vous serez d'accord. Oui. Je rajouterai un complément sous un autre angle de vue qui est le neuf et la rénovation. Le taux de renouvellement du bâtiment neuf, c'est de 1% à peu près, ça a été dit dans la conférence avant, ce qui est très faible par rapport aux ambitions qu'on a. Et dans le neuf, tout est facile, parce qu'on part de la feuille blanche. Et on sait que l'avenir est à la rénovation parce que on n'a plus le droit d'utiliser de nouveaux terrains. Il y a des, je ne sais pas le nom en tête, c'est zéro artificialisation nette, pardon, merci. ZAN. Ça, c'est des contraintes. Il y a aussi, quand je fabriquais du béton, ça coûte beaucoup de CO2, même si les fabricants de béton font des efforts pour réduire ça. Ça veut dire, là où je veux en venir, c'est que la rénovation est une clé du succès. Et il n'y a pas toujours des solutions très, très attractives. Ça commence par isoler les bâtiments, mais c'est souvent compliqué et coûteux. Et je pense qu'un des axes de progrès est d'améliorer cette rénovation. Et on parle beaucoup de préfabrication. Pour le neuf, c'est très adapté, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à des solutions de préfabrication pour faire de la rénovation de manière plus industrielle et donc moins coûteuse. Yann Wurtz, une réaction peut-être à ce sujet? Oui, alors je vais rajouter un autre élément qui est peut-être le plus compliqué dans tout ce qu'on a dit et notamment dans nos réactions, c'est faire piloter, avoir une bonne GTB, tout ça c'est bien, mais qui pilote? Et là c'est l'humain. Les sociétés de maintenance, on devrait avoir dans tous nos beaux bâtiments une vitre qui nous montre la chaudière et ce qui se passe à l'intérieur. Vous seriez étonné, parce que nous on l'a fait pour nos beaux bâtiments, on se dit voilà il va falloir piloter, et bien quand vous rentrez dans les sous-sols, s'il n'y a pas des rats vous êtes content, s'il y a de la lumière vous êtes content, et vous dites, et il y a des gens qui travaillent là-dedans, et ces gens qui font la maintenance, souvent c'est inimaginable le nombre de bâtiments qu'une personne doit gérer pour que ce soit rentable, des centaines de bâtiments, et donc elle est incapable de gérer tout ça, donc effectivement ces bâtiments ils sont pilotés vraiment comme on peut en se disant
tant que les gens râlent pas, moi je leur mets du chauffage et au maximum. Et quand on a voulu dire, tiens, je veux piloter tel bâtiment, et je parle des bâtiments du CEA, pour froisser personne, et ben rien que pour trouver la personne qui était en charge de ça, on a un gars qui s'occupe du bâtiment, oui, mais lui, il ne se charge pas du réglage. Et après, on a une autre société, il faut 3 sociétés pour trouver celle qui fait. On n'a aucun lien aujourd'hui entre un bureau d'études qui conçoit un bâtiment et une société de maintenance qui va maintenir le bâtiment. Donc, on a aujourd'hui ce gros problème. Et là, que ce soit en neuf ou en rénovation, vous avez une grosse rénovation de bâtiment. Le gars qui fait la rénovation, il s'en va et vous avez une société de maintenance qui dit « et comment ça se pilote ?» Et quand c'est du marché public, tous les 3 ans, vous changez de société de maintenance qui jamais ne discutent entre eux. Donc là, on a un travail énorme à faire qui est de l'ordre de l'humain pour se dire et comment et qui va gérer nos bâtiments. Organiser, tracer. C'est ça l'enjeu. Le jumeau numérique, le suivi des bâtiments, tout ça, on a droit de propriété, enfin tous ces sujets. Le bâtiment comme acteur d'un réseau énergétique décarboné. Alors sur le principe, vous êtes tous d'accord que c'est plutôt faisable, mais j'entends aussi un certain nombre de préalables. J'en note quelques-uns, vous me corrigerez. L'accélération de la transition digitale, organiser le mix énergétique, on en a parlé, relever le défi de la rénovation. Ma question est, comment est-ce qu'on fait pour changer d'échelle ? Quelles contraintes est-ce qu'on doit dépasser pour atteindre cet objectif ? Étienne Wurtz, comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, on a peu parlé, puisqu'on a beaucoup parlé technique. Je vois les choses, c'est l'usager maintenant. Et voilà, on va revenir à l'humain. Alors, le bâtiment doit être intelligent, mais l'homme aussi doit l'être. Et il va falloir... Alors, qu'est-ce que, pour moi, pourrait fonctionner, mais on change un peu de sujet, et pourtant c'est très important et on y travaille aussi, ce qu'on appelle le jumeau numérique. Un jumeau numérique du réseau et du bâtiment, c'est d'avoir quelque chose de virtuel qui fonctionne et qui va simuler le fonctionnement en temps réel d'un bâtiment, d'un réseau, qui va échanger des données avec et qui va pouvoir enfin donner la certitude à quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences de savoir comment ça marche et que ça marche. Et tout le reste qu'on fera, ce sera des opérations de démonstration, ce sera des opérations uniques. Mais si on veut massifier, il faut vraiment avoir un moyen numérique que celui qui pilote puisse avoir une information, savoir ce qui pilote, avoir des données sur ce qui pilote et être aidé pour faire ce qu'on appelle la maintenance prédictive, pour savoir ce qui ne va pas et comment ça va fonctionner. On a besoin d'aider l'humain pour qu'il puisse comprendre, parce qu'on n'aura jamais un homme par bâtiment, ce qui serait nécessaire si on voulait faire les choses correctement. Nicolas Poinceau, vous partagez ? Ah oui, totalement. Et je vais revenir sur le terme utilisé par Étienne de pilote. On ne peut pas attendre aujourd'hui que vous soyez facile de régler soi-même sur sa maison individuelle, son chauffage ou sa consigne de chauffage. Là, on est acteur. La plupart des bâtiments en France, on n'est pas maître dessus. Et on a besoin effectivement de ce rôle de pilote pour pouvoir gérer les différents actifs, amener de l'intelligence au bâtiment. Et ça, c'est encore quelque chose de nouveau. Le bâtiment doit s'ouvrir vers le monde extérieur. On doit avoir des bâtiments plus connectés. Ça va effectivement dans la tendance, mais ça va être une obligation au niveau d'un bâtiment. On ne peut plus l'envisager comme un bâtiment fermé sur lui-même, extrêmement isolé et chauffé au minimum. C'est un bâtiment maintenant nouvelle génération qui nous attend. Je suis tout à fait d'accord avec Marc quand il cite effectivement le fait que on positionne surtout ça sur du bâtiment nouveau, mais sur la rénovation, il est éventuel important d'intégrer un bâtiment qui s'ouvre vers le monde extérieur. Marc Elfter, changer d'échelle grâce à l'innovation. Certainement, ce n'est pas vous qui allez me contredire, mais quoi d'autre selon vous ? Je pense qu'il y a aussi la dimension sociale qui est intégrée. Ça a été évoqué brièvement dans la table ronde d'avant, où le CEO de Saint-Gobain se disait être prêt à payer plus cher son électricité parce qu'il a des revenus plus importants. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas un monde à 2 vitesses, des gens qui autoconsomment et d'autres qui économisent ou qui mettent le bonnet parce qu'ils ont froid. Et donc il y a des solutions individuelles qui peuvent résoudre un certain nombre de problèmes, alléger des choses. Mais je crois aussi qu'il faut garder à l'esprit la solidarité énergétique. Tout le monde a droit à l'énergie, il faut qu'elle reste accessible. Et je vais prendre un exemple industriel pour illustrer ça. BASF en Allemagne, il y a un gros site à Ludwigshafen qui consomme beaucoup de gaz. Et là, ils vont arrêter leurs activités en Allemagne parce qu'ils n'ont plus accès au gaz, ils vont aller ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ne plus avoir accès à l'énergie, alors au niveau du particulier et des entreprises,
ça peut complètement modifier le paysage industriel et humain, quoi. Bien sûr. Hervé List, qu'est-ce que vous dites sur ce point? Comment on change d'échelle? Quelles sont les principales contraintes à lever selon vous? Bien sûr, la technique semble répondre présent, mais ça ne suffit pas. Oui, on a beaucoup parlé effectivement d'humain et c'est vrai que l'évolution des comportements est tout à fait majeure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qu'on ne se posait pas quand l'énergie était centralisée et abondante. Maintenant, effectivement, va falloir peut-être s'adapter davantage à la disponibilité de l'énergie ou en tout cas se donner des moyens techniques qui permettent effectivement de capter l'énergie à un moment où elle est présente, abondante et pas chère et éviter de l'utiliser à des moments où elle est moins. Donc on va vers plus de pilotage de la demande et ça, je crois que c'est une tendance lourde et tous les moyens techniques qui ont été développés ici vont naturellement y contribuer. Il y a un autre aspect aussi qui nous semble important. On évoquait effectivement l'impact social. Et ça, c'est une question qui a un impact social fort. C'est pour avoir des bâtiments, certes, mieux pilotés, mais aussi plus sobres, plus performants. C'est la rénovation des bâtiments anciens. Et là, de notre point de vue, il faut vraiment changer d'échelle. Alors pour le coup, on en revient à la table ronde de ce matin. Pour atteindre nos objectifs, on est clairement sur un objectif qui doit tangenter les 800 000 rénovations annuelles. Alors qu'on est à 50 000 aujourd'hui. Voilà, donc on est très très loin effectivement de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir atteindre nos objectifs de décarbonation. Delphine Negurs, le métier que vous exercez permet au fond d'avoir cette approche globale et anticipatrice des choses, mais est-ce que c'est suffisant pour changer d'échelle? Est-ce que vous voyez d'autres leviers? Alors déjà, il n'y a pas de passage à l'échelle sans modèle économique. C'est la définition de l'innovation. Donc oui, l'enjeu c'est bien le modèle économique. Et donc de ce fait, par exemple, et ça nous amène, nous en tant que promoteurs, à du coup aborder des métiers qu'on n'avait pas envisagés. Et en l'occurrence, en développant ce projet de mix énergétique et de chauffage urbain sur le quartier Rootlands, on s'est retrouvé sur le fait qu'on ne pouvait pas être dans un modèle économique classique où on rétrocède le chauffage urbain à la commune. Le concept énergétique lui était trop étranger, trop compliqué. De ce fait, on va devoir, non pas, on n'a pas trouvé non plus un exploitant à qui on peut dire, ben voilà, vous prenez et puis vous pilotez l'ensemble. On a voulu garder la main avec l'objectif, et du coup on a créé une JV avec l'énergéticien au niveau luxembourgeois, un énergéticien au Luxembourg. Donc ça veut dire qu'on va devenir opérateur dans une joint venture avec comme ligne directrice dans notre deal le prix de kilowattheure en sortie. Ça veut dire que toute notre deal est pilotée par quel va être le prix de kilowattheure qu'on va délivrer en sortie pour nos résidents. Pourquoi? Parce que certes, on veut un modèle économique soutenable, donc certes, on va avoir des objectifs de TRI dans cette joint venture, mais on la contrebalance en disant nous, il faut que ça soit compétitif sur notre promotion. On commence l'aventure, donc, mais c'est clair que ce souci de combien est-ce qu'on va délivrer demain, que ça soit soutenable pour les résidents, que ça soit soutenable pour un exploitant, font que les leviers du passage à l'échelle vont être oui, il va falloir absolument maximiser les subventions qu'on va pouvoir avoir sur ce modèle. Oui, il va falloir qu'on se dote de plateformes technologiques qui vont nous permettre de garantir cette performance. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est une plateforme au niveau d'un quartier qu'il va falloir finalement construire, en tout cas développer. En tout cas, il faut qu'on se dote de quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui et accompagner les résidents dans les usages. Alors on va devoir rendre l'antenne dans très peu de temps. Le programme à venir est encore riche et passionnant. Le temps pour moi de vous remercier déjà chaleureusement, Madame, Messieurs, pour votre disponibilité et la qualité de vos contributions. Je pense que le public aura apprécié. Un dernier mot rapide pour clore notre conversation. Il peut prendre la forme d'un dernier rebond sur ce sur quoi nous avons discuté. Je m'en mêle les crayons, je m'en excuse. Un résumé, un vœu, peut-être un plaidoyer aussi. Delphine Negurs, je reste avec vous. En fait, le plaidoyer, il est sur la possibilité d'accompagner réglementairement. Je pense que la problématique, elle est aussi bien en France qu'au Luxembourg. Ces modèles économiques, je dirais multi-énergétiques, dont
avec des parties prenantes où les usagers font partie de communautés, doivent être prêts à livrer leur énergie et associer des énergéticiens. Donc il y a vraiment une réflexion au niveau modèle juridique et économique, parce que s'il n'y a pas de modèle économique soutenable pour le résident à la fin, et pour le promoteur et les exploitants, il n'y aura pas de réalisation. Nicolas Poinceau, en 45 secondes. Oui, de manière générale, le message important que je souhaite véhiculer aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas à attendre des actions qui vont malheureusement devoir être testées, expérimentées. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'énergie solaire, c'est quelque chose qui est déjà disponible. On a des solutions, le stockage est prêt. Nous, ça fait 10 ans qu'on en a. On a une offre qui est non plus en phase d'expression, mais en phase de déploiement. Tout ce qui est pompe à chaleur existe et autres sur le marché. Donc, on n'est pas à attendre effectivement l'aspect qui a été cité assez longuement aujourd'hui. Contexte économique, contexte de tarification, les aides, contexte économique en général est important, mais aujourd'hui le marché est prêt avec des offres techniques ou autres pour accompagner cette transition. Nicolas, pas du tout. Marc Elfter, pardon. J'étais en train de penser à autre chose, je m'en excuse. Pas de problème. Moi, je dirais que l'énergie est devenue un bien précieux, qu'il faut économiser, qu'il faut produire de manière propre. Ça ouvre des perspectives pour nos entreprises d'être créatives et imaginatrices de nouvelles solutions. Également pour les jeunes dans les écoles d'ingénieurs ou aux universités, de se former peut-être à des nouvelles techniques, de nouvelles approches de ce sujet. Donc, je pense qu'on peut le voir aussi comme une opportunité de nous améliorer. C'est vrai qu'on aurait eu 10-15 minutes de plus. Je vous aurais aussi emmené sur le sujet des compétences, de leur disponibilité, de l'innovation pédagogique aussi nécessaire par rapport à ça. Hervé List, vous l'homme des affaires publiques, un plaidoyer. Bon, simplement dire qu'évidemment, on est dans un monde en plein changement, qu'il y a une aspiration des territoires à valoriser les ressources énergétiques locales, et si possible pour lui-même. Et ça, c'est une tendance de fond qu'il faut évidemment tenir compte. Pour autant, et ça me donne l'occasion de faire une petite clarification sémantique, l'autonomie énergétique, ça n'existe pas. L'énergie positive, oui. Avoir pour ambition, pour un territoire, de produire plus que ce qu'il consomme, évidemment, c'est tout à fait possible. En revanche, jamais, sauf à mettre des moyens pilotables importants ou des moyens de stockage très importants, mais là, le modèle économique n'est plus le même, vous aurez toujours besoin d'un réseau, soit pour importer de l'énergie à un moment où vous n'en produisez pas, soit, au contraire, pour exporter l'énergie que vous produisez à un moment où vous ne la consommez pas ou où vous ne la stockez pas. Voilà. Donc, voilà, on aura toujours besoin d'un réseau, et le réseau, c'est aussi un gage de solidarité énergétique entre l'ensemble des territoires à l'échelle nationale et aussi européenne. On va boucler la boucle avec vous, Étienne Wurtz, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Oui, alors comme on a beaucoup parlé technique et je crois qu'on a bien fait le tour du sujet et je vous en remercie. On va juste parler un moment d'humain quand même en se disant il y a aussi l'usager qui vit dans les bâtiments et qu'il faudra sensibiliser. Je pense notamment dans le tertiaire, on l'a encore entendu tout à l'heure, ah oui moi j'ouvre la fenêtre parce qu'il fait trop chaud, d'avoir la capacité, aujourd'hui on a inventé un truc dans les bureaux, on peut faire plus 2, moins 2 pour avoir plus de confort, moins de confort. Et ben on pourrait profiter de ça en se disant il y a des gens qui ont moins froid, d'autres qui sont plus frileux, et ben c'est aussi un acte citoyen de se dire ah oui moi j'ai la possibilité même en tertiaire de pouvoir réagir un petit peu. J'ai aussi la possibilité de couper le chauffage dans un bureau où il n'y a personne pendant 3 jours parce que la personne n'est pas là et on va l'utiliser. De faire, on parle de flex office, de se dire non pas pour l'open office parce que je veux réduire les mètres carrés, mais parce que finalement il y a le télétravail, il y a moins de monde au bureau, ben je vais rassembler des zones. Et l'humain peut avoir un rôle très important. On en parle souvent pour le domicile, et là il y a des choses qui sont faites, et bien sûr on peut sensibiliser, mais dans le tertiaire il y a encore beaucoup moins de choses qui sont faites parce qu'on paye pas, et donc on se dit comme on paye pas, finalement c'est de l'énergie gratuite. Oui, c'est de l'énergie gratuite pour l'usager, ça coûte pour l'employeur, ça on se dit tant pis pour lui, il n'a qu'à me payer mieux, et par contre ça coûte pour la société et cet impact sociétal de CO2, et là on a sûrement quelque chose à faire en sensibilisant tout le monde pour qu'on puisse aussi progresser sur ce sujet. Mes chers invités, c'était un bonheur de dialoguer avec vous. On vous applaudit très fort. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir participé à cette dernière table ronde du colloque Build & Connect 2022. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu.
Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.